qui est très important. C'est-à-dire que pour réussir à avoir des modèles efficaces, on est obligé de récolter d'abord, dans un premier temps, énormément de données de très grande qualité qui ont été annotées par des médecins. Et par exemple, dans ce cas-là, de dermatologie, on a eu besoin de récolter 130 000 images de grains de beauté et de mélanome, 130 000 images de qualité médicale. Donc, on voit que pour regrouper une telle base de données, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de collaboration. Et en particulier, c'est a priori impossible de le faire à l'échelle d'une seule petite équipe de recherche. Et en intelligence artificielle plus qu'ailleurs, des collaborations à une échelle beaucoup plus large vont s'avérer nécessaires, indispensables. Si on regarde de manière beaucoup plus large, si on veut même sortir du laboratoire et faire des outils d'intelligence artificielle qui seront embarqués dans des dispositifs médicaux, par exemple, on a besoin d'embarquer énormément d'autres personnes, d'autres acteurs, pour réaliser ces dispositifs médicaux. Donc il y a certains acteurs qui s'occupent de récolter des données, par exemple des données cliniques ou des données de recherche, que j'ai déjà évoquées. D'autres acteurs qui récupèrent des données médico-administratives, liées à tout le parcours de soins, par exemple. Et encore des acteurs qui récupèrent des données de vie réelle, par exemple avec des objets connectés. Et l'idée, c'est qu'il faut regrouper toutes ces données de nature très différente pour réussir à avoir des outils d'intelligence artificielle de plus en plus efficaces. Mais ces données seules ne suffisent pas. Il faut bien sûr avoir des compétences aussi en ingénierie, en intelligence artificielle, souvent du côté privé, et aussi, vu que c'est des modèles encore assez neufs qui sont à la pointe de la technologie, souvent des collaborations avec des universitaires en mathématiques s'avèrent nécessaires. Et une fois qu'on a développé ce modèle mathématique sur ces données, on a également besoin de l'embarquer dans un dispositif médical et donc d'avoir en plus des compétences en développement informatique. Et ça, c'est qu'une partie de tous les acteurs qui sont nécessaires pour réaliser un dispositif médical à partir d'intelligence artificielle. On a besoin également, bien sûr, des régulateurs que je ne vais pas indiquer ici, qui ont une part importante dans ce processus. Donc, ce qu'on repère directement sur ce schéma, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'acteurs assez différents. Donc, il y a les acteurs publics et il y a les acteurs privés. Et cette séparation en deux groupes d'acteurs est assez spécifique au monde de la santé. C'est-à-dire que, par exemple, dans la publicité, sur les réseaux sociaux, on n'a pas cette distinction. On a un seul acteur qui, de bout en bout, maîtrise la récolte de données, sa structuration, son analyse, son exploitation et sa vente. Donc, par exemple, les GAFAM. En santé, c'est pas possible, parce qu'on a intrinsèquement des acteurs qui sont différents, qui ne peuvent pas fusionner. Et donc, pour réaliser des outils d'intelligence artificielle qui fonctionnent, il faut réussir à faire travailler tout le monde ensemble, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, ces dernières années, il y a quand même une prise de conscience qui arrive. Donc, les gens veulent de plus en plus collaborer, veulent développer des dispositifs médicaux ensemble. Mais malgré toute leur bonne volonté, il y a quand même une certaine défiance, un manque de confiance entre les différents acteurs. Par exemple, un CHU n'a pas forcément envie d'envoyer ses dossiers médicaux à une start-up qui pourrait en faire mauvais usage. Et en particulier, depuis 1 an, il y a un règlement important, vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, donc un règlement européen, qui est arrivé et qui a instauré des règles très claires, très strictes, sur le partage de données sensibles. Et donc, en cas de non-respect de ces règles, en cas d'exposition de données confidentielles, les entreprises s'exposent à des sanctions très importantes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc ça fait réfléchir à peu près tout entrepreneur, tout chef de CHU, tout directeur de CHU. Et donc voilà, il faut réussir à débloquer ces collaborations, à faire en sorte que tous ces acteurs travaillent ensemble, ce qui n'est pas forcément évident, et de façon sécurisée. Donc, ces dernières années, il y a eu des premières collaborations qui se sont montées, donc des collaborations publiques-privées ou entre une multitude d'acteurs. Mais malheureusement, ces collaborations, pour l'instant, ont été assez artisanales et ce qui a mené à plusieurs scandales. Donc là, j'ai mis 3 titres de presse, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, qui montrent des exemples de collaborations qui ont mal tourné. Donc Care Data, par exemple, c'est un programme au Royaume-Uni qui a été arrêté pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'il y avait un problème de confidentialité. On s'est rendu compte que la confidentialité des données n'était pas assez protégée. MyHeritage, c'est un site internet qui regroupe donc des données liées à un grand nombre de personnes dans l'idée de faire une trace généalogique de ces personnes, et en particulier en utilisant des données ADN. Et donc là, du côté privé, il y a une fuite de données qui a exposé plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Et enfin, toujours en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a une collaboration très forte entre Google, DeepMind et les services de santé britanniques. Mais cette collaboration, même si elle peut être sécurisée, je ne dis pas qu'elle ne l'était pas, je ne sais pas,
mais en tout cas, elle était peut-être un peu trop opaque. Et donc la société civile s'est rendue compte que le citoyen n'avait pas forcément conscience de quelles données étaient partagées et comment avec l'acteur privé. Donc ce qui a amené une vraie prise de conscience à un besoin de transparence de plus en plus fort. Donc voilà, ces 3 titres indiquent qu'il y a quand même beaucoup à faire encore pour réussir à rendre ces collaborations pérennes et à instaurer la confiance. Donc comment réussir à instaurer la confiance? La solution la plus intuitive, la plus simple technologiquement, c'est de dire qu'on va avoir un tiers de confiance. On va créer par exemple une institution dans laquelle on a confiance, qui regrouperait toutes les données médicales par exemple d'un pays, qui ferait les analyses en interne de façon sécurisée, qui créerait ces modèles d'intelligence artificielle, qui les mettrait dans des dispositifs médicaux et qui, en toute fin de cycle, pourrait faire sortir ce dispositif médical de l'institution pour le déployer à une échelle plus large. Le problème, c'est qu'une telle institution n'existe pas encore. Et c'est une institution qui, a priori, est très compliquée à créer. Donc peut-être que dans des temps longs, elle existera, mais actuellement, elle nous manque. Et pourquoi? Parce que c'est très compliqué de regrouper toutes ces compétences en un seul endroit. Regrouper la légitimité, la compétence mathématique, la compétence médicale, la compétence informatique, la compétence aussi de marketing et de développement de produits. Toutes ces compétences sont extrêmement dures à regrouper. Et donc, on verra sûrement encore pendant plusieurs années une fragmentation du domaine et l'absence d'un tel tiers de confiance. De ce côté-là, en Europe, on est plutôt desservi par rapport à nos grands compétiteurs mondiaux que sont les États-Unis et la Chine. Parce que ces 2 acteurs ont a priori des paysages institutionnels beaucoup plus homogènes, beaucoup plus centralisés, ce qui fait qu'il n'est pas absurde d'imaginer qu'un tel tiers de confiance soit créé, apparaisse dans les années à venir pour tous les États-Unis ou pour toute la Chine, et qui regroupe des centaines de millions de dossiers patients dans des bases de données sécurisées. Par contre, en Europe, comme on le voit malheureusement ces derniers temps, il y a une certaine difficulté à faire émerger des institutions communes qui instaurent une confiance indiscutable. Et donc, on aura sûrement encore un peu de retard par rapport à ces 2 types d'acteurs pour faire émerger ce tiers de confiance. Et c'est donc dans ce contexte-là que le projet que je vous présente aujourd'hui est né. C'est un projet qui vise justement à s'affranchir du besoin de tiers de confiance et à réussir à sécuriser le développement de l'intelligence artificielle sans passer par la création de ce tiers de confiance. Donc le logiciel que je vous présente, c'est un logiciel qui sera bientôt open sourcé, donc qui s'appelle Substrat, et qui permet de sécuriser le développement de l'intelligence artificielle, en particulier en instaurant une gouvernance distribuée. C'est-à-dire que quand plusieurs acteurs se mettent ensemble pour développer un modèle d'intelligence artificielle, par exemple ici 4 hôpitaux et une start-up, il n'y a pas de tiers de confiance, mais toutes les données et les modèles sont mis en réseau. Et un parti pris très fort du projet consiste à dire que les données doivent rester dans les hôpitaux. Donc les données ne bougent pas, on ne recentralise pas les données dans un tiers qui ne serait pas forcément de confiance. Les données restent dans les CHU, dans les cliniques, qui en assurent la protection. Et par contre, ce sont les modèles d'intelligence artificielle qui vont voyager dans ce réseau-là et qui vont petit à petit aller voir les données dans les différents hôpitaux, les différentes bases de données. Et donc ça nous permet quoi? Ça nous permet d'abord d'avoir une protection beaucoup plus forte des données. Donc les hôpitaux vont avoir plus facilement confiance dans une telle structure parce qu'ils savent qu'à chaque instant, ils peuvent juste déconnecter leur hôpital du réseau et donc empêcher que des données partent. Alors que si les données sont exportées à un moment, il est très difficile d'en récupérer le contrôle. Et en plus, sur cette plateforme, on instaure donc beaucoup de garde-fous, beaucoup de techniques qui permettent de très finement contrôler ce qui est réalisé. Et enfin, il y a un aspect que j'ai évoqué qui est l'aspect de la transparence, de la traçabilité. Sur cette plateforme, il y a des outils technologiques qu'on met en place pour s'assurer que tout ce qui est fait de façon totalement transparente et peut être observé par n'importe quel acteur, un régulateur, la société civile, une association. Donc comment faire ça? Comment réussir à réaliser ces objectifs? Donc il y a plusieurs technologies qui sont mises en œuvre. Donc, je vais vous présenter les 3 principales. Donc, la première est une technologie qui est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué. Donc, c'est une technologie qui est vraiment liée à l'intelligence artificielle, qui est comment entraîner un modèle d'intelligence artificielle, par exemple un réseau de neurones, alors qu'on n'a pas une seule base de données. Donc, ça, c'est un changement de paradigme, parce que depuis 10 ans, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des modèles sur une seule base de données centralisée. Et donc là, il faut un peu changer de paradigme. Il faut réussir à trouver des nouvelles techniques pour réussir à entraîner successivement, de façon plus ou moins synchronisée, sur différentes bases de données. Donc ça, c'est un domaine qui évolue très vite, en particulier depuis 2016, et il y a beaucoup de développements technologiques qui sont réalisés.
Donc la deuxième technologie qui est mise en œuvre est une technologie qu'on appelle technologie de registre distribué. Donc elle est plus connue sous le nom de blockchain, qu'on associe parfois un peu abusivement à Bitcoin ou à d'autres technologies. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ce qu'est une blockchain, comment ça fonctionne, pourquoi c'est nouveau. Je vais juste me concentrer sur ce que ça apporte. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là. Et la composante principale, c'est vraiment l'aspect non centralisé, complètement décentralisé, qui est rendu possible par cette technologie. En particulier, cette technologie, elle permet d'avoir ce qu'on appelle un registre commun partagé. Donc c'est un document qui est partagé par tous les acteurs, donc ici représenté en jaune, et la technologie s'assure que ce document est exactement le même en permanence chez les 5 acteurs. C'est-à-dire, on peut imaginer ça par exemple comme un document Word, où on sait qu'en permanence, ces 5 acteurs ont exactement le même. Donc ça, c'est déjà un bon point. On est sûr qu'un acteur seul ne pourra pas falsifier son document, ne pourra pas prétendre avoir un document différent des autres. On sait que technologiquement, il aura forcément le même que les autres. Et après, il y a aussi une deuxième couche, une deuxième fonctionnalité qui est importante, qui est que les acteurs peuvent se mettre d'accord a priori sur ce qu'ils peuvent écrire sur ce document. Par exemple, ils peuvent se mettre d'accord sur une forme de dictionnaire, sur un vocabulaire à utiliser, et il sera impossible, par exemple, si le dictionnaire est vocabulaire français, d'écrire un mot en allemand dessus, parce que ce ne sera pas autorisé. Donc, ils se mettent d'accord sur un vocabulaire précis, et aussi sur des règles de combinaison de ce vocabulaire, donc sur toute une syntaxe. Et il sera impossible pour un acteur de déroger au vocabulaire ou à la syntaxe. Donc cette technologie permet d'instaurer ces règles, d'implémenter ces règles d'un point de vue sécurisé. Après vous me direz, mais à quoi ça sert d'avoir ce document commun à tous les acteurs? En fait, ce document, c'est un document qui sert justement à contrôler ce qui est fait sur la plateforme. Donc sur cette plateforme, comme je vous ai expliqué, les modèles voyagent, vont d'un acteur à l'autre, sont entraînés, circulent, appliquent des différents algorithmes. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser ce document partagé pour ordonner toutes ces actions, tracer toutes ces actions. Donc une action ne pourra pas être réalisée sur le réseau si elle n'a pas été, dans un premier temps, commandée, ordonnée sur ce registre distribué. Et donc ça permet très finement, suivant le vocabulaire et la syntaxe implémentée, de décider quel régime de permission on donne à quels acteurs et d'en assurer la traçabilité et la transparence complète. Enfin, je vous présente une troisième technique, qui est une technique cryptographique qui permet de partager finalement la possession du modèle lui-même qui est développé. Donc souvent, quand on développe un modèle d'intelligence artificielle, on a envie d'en partager les fruits. Parce que c'est le modèle, a priori, qui a la valeur finale. Et donc, avec ces technologies cryptographiques, on peut diviser un modèle en plusieurs clés et distribuer les clés aux différents acteurs. Et donc, on est sûr qu'un acteur seul, avec une seule clé, ne pourra pas partir, ne pourra pas prendre le modèle, partir avec la caisse, si j'ai envie de dire. Il sera obligé de se mettre d'accord avec les autres acteurs. Et donc, ça permet d'implémenter, de donner naturellement confiance entre eux aux différents acteurs pour justement favoriser ces collaborations. Donc cette plateforme, je voulais beaucoup présenter sous le point de vue de la protection de la confidentialité, de sécuriser ces différents échanges. Mais c'est aussi, on peut profiter de ces différentes technologies pour avoir aussi d'autres fonctionnalités qui sont utiles, en particulier dans le monde de la santé. Donc là, j'en ai listé deux sur lesquels on travaille beaucoup actuellement, qui sont une composante plutôt scientifique et une fonctionnalité plutôt économique. Du côté plutôt scientifique, on utilise la traçabilité de cette plateforme pour pouvoir inspecter, a posteriori, toutes les étapes de développement d'un modèle. Savoir exactement comment il a été développé, sur quel jeu de données, dans quel ordre. Et ça, pas forcément pour protéger la confidentialité des données, mais pour être sûr que statistiquement, scientifiquement, ce processus a été fait de façon pertinente. Donc pour éviter des problèmes récurrents dans la littérature scientifique, donc dans statistique classique, qu'on appelle par exemple le p-hacking, ou plus spécifique à l'intelligence artificielle, l'overfitting. Donc utiliser cette couche de traçabilité permet de lutter contre ces mauvaises pratiques et de favoriser une pratique scientifique plus reproductible avec une méthodologie plus rigoureuse. Maintenant, si je regarde plutôt du côté économique, quand on aura une multitude d'acteurs qui vont mettre des données en commun, il apparaît important de savoir quelles données ont été plus ou moins efficaces, quelles données ont été utiles pour créer la valeur finale. Et donc il peut être important d'évaluer la contributivité de chaque acteur. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais sur cette plateforme, on est en train de mettre des outils qui permettent d'évaluer en disant qu'un dataset, par exemple, a été beaucoup plus utile que l'autre. Et donc ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Aux États-Unis, il
il y a de plus en plus l'idée de faire un vrai marché de la donnée, où les données vont être vendues sur un marché, achetées par certains acteurs, des startups par exemple. Et donc ça permettrait de créer un tel marché, mais c'est pas forcément la seule application possible. En particulier en Europe et en France, on part plutôt sur quelque chose de beaucoup plus régulé, donc avec des données de santé qui auraient un prix, qui n'auraient pas un prix en elles-mêmes, et qui pourraient être accédées selon des règles claires établies par des régulateurs. Et dans ce cas-là, comprendre la contributivité des modèles, enfin des données, a quand même un intérêt pour permettre justement de favoriser les acteurs qui ont les meilleures données, ou pour essayer de détecter si les données sont de mauvaise qualité à un moment ou à un autre, pour éviter d'avoir un modèle final de mauvaise qualité. Enfin, le logiciel Substrat que je vous présente, c'est un logiciel qui est extrêmement modulaire. C'est une structure, c'est un vrai Lego dans lequel on peut rajouter des briques un peu comme on veut. Et donc ça, on a choisi volontairement une architecture très modulaire dans l'idée de le faire évoluer petit à petit, de rajouter des nouvelles fonctionnalités. En particulier pour ce qui est protection de la vie privée, ces dernières années, il y a de plus en plus de technologies qui sont développées, qui sont prometteuses et qui permettront encore de renforcer la protection de la vie privée. Donc j'avais listé par exemple ici deux, qui sont la Differential Privacy et le Secure Multiparty Computation. Donc en deux mots, la Differential Privacy, c'est une technologie qui consiste à prendre une donnée médicale et y rajouter du bruit pour effacer la donnée sensible, l'aspect confidentiel des données, tout en préservant quand même l'intérêt statistique de la donnée totale. Donc c'est une technologie assez fine, car il faut rajouter assez de bruit, mais pas trop. Et donc il y a beaucoup de travaux ces dernières années qui portent sur ces technologies. La Secure Multiparty Computation, c'est particulièrement intéressant dans le cas de données distribuées, comme je l'ai évoqué ici, parce que ça permet d'utiliser plusieurs jeux de données et de les cumuler sans savoir, a priori, ce qui vient de quel jeu de données. Et donc ça permet de brouiller les pistes, en particulier si, par exemple, un hôpital n'a que 2 ou 3 patients d'une maladie rare. Permettre de fusionner tout ça entre plusieurs hôpitaux permet d'éviter de remonter à la donnée de chaque patient. Donc ça, c'est deux exemples de technologies qui ne sont pas directement faites dans le projet que je présente aujourd'hui, mais qui sont faites par d'autres projets, open source aussi. Donc j'ai cité par exemple ici OpenMind et Dropout Labs, qui sont des grands projets internationaux. Et l'idée, c'est que justement notre plateforme permettra de les rajouter d'une façon assez simple sur le logiciel Substrat. Et donc ça permettra de garder la flexibilité nécessaire par rapport à ce champ disciplinaire qui bouge très très vite. Donc si je résume, Substrat, c'est un logiciel qui permet un contrôle décentralisé des données, pour permettre d'instaurer la confiance entre plusieurs acteurs d'un consortium. C'est aussi un logiciel qui permet une traçabilité parfaite, une transparence de ce qui est réalisé, de la même façon pour instaurer la confiance plus largement avec la société civile, avec les régulateurs. C'est un logiciel aussi qui va implémenter des nouveaux outils pour favoriser les meilleures méthodologies scientifiques ou des nouveaux circuits économiques. Et enfin, c'est un logiciel qui, de par sa nature, est extrêmement modulaire et peut combiner de nouvelles technologies qui ne sont pas forcément directement dans le logiciel initial. Donc ce logiciel, il est actuellement développé dans un premier consortium qui s'appelle HealthChain, qui est financé par BPI à hauteur de 10 millions d'euros et qui regroupe plusieurs acteurs publics et privés. Du côté public, on a plusieurs hôpitaux de l'AP-HP qui sont impliqués. On a le centre hospitalier de Nantes, on a l'Institut Curie à Paris et le centre Léon Bérard à Lyon. Et on a aussi 2 laboratoires académiques, donc l'école polytechnique avec le laboratoire de mathématiques appliquées et le laboratoire d'épidémiologie de Paris-Descartes où je travaille. Du côté privé, on a 2 startups, Okin, qui travaillent sur beaucoup de domaines, mais entre autres l'oncologie, et Apricity, qui vise à favoriser, à aider l'aide à la procréation médicalement assistée. Et enfin, on a un acteur un peu particulier, que je vais présenter maintenant, qui s'appelle la Substrat Foundation, qui est une association à but non lucratif. Donc, le code de cette plateforme actuellement est développé en interne dans la startup Okin, qui a des grandes compétences en développement et qui a, le premier, vu le besoin de ce logiciel. Et donc, le logiciel actuellement commence à devenir de plus en plus fonctionnel, commence à être déployé dans cette première version, et on espère qu'à la milieu de l'année, fin de l'année, il y aura une première version complètement opérationnelle. Et une fois que cette version sera opérationnelle, aura été sécurisée, elle sera open sourcée à l'automne 2019.
Pourquoi l'open sourcer? Parce que c'est un logiciel qui vise à sécuriser le développement de l'intelligence artificielle, et qui donc doit pouvoir être observé, audité par n'importe qui. Mais aussi, c'est un logiciel qui doit, beaucoup plus largement, être repris par de nombreux écosystèmes pour faciliter justement ces collaborations. Et donc, d'où l'open sourcing. Et pour faciliter l'open sourcing, il y a cette association à but non lucratif qui a été créée, la Sutra Foundation, qui justement vise à regrouper tous les utilisateurs futurs de ce logiciel, tous les développements futurs, pour les coordonner et faire en sorte que ce soit un projet qui devienne petit à petit de plus en plus ambitieux, où d'un consortium à l'autre, on apprenne de plus en plus les bonnes pratiques et qu'on arrive à avoir quelque chose de très fonctionnel. Et en particulier, comme je vous l'ai expliqué, c'est un logiciel qui va être très modulaire, où on peut greffer beaucoup de fonctionnalités. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, dans le hackathon d'aujourd'hui, ça peut peut-être donner des idées de comment utiliser cette plateforme, comment utiliser ces différentes fonctionnalités pour réussir à proposer des nouveaux services, à faciliter de nouvelles démarches scientifiques et économiques en santé. Et donc c'est une fondation, une association qui est ouverte, qui sera ouverte à la fin de l'année, et on espère qu'il y aura de plus en plus de contributions qui viendront de nombreux acteurs, donc universitaires, privés et de personnes passionnées. Je vous remercie pour votre attention.